L'un des essais les plus attendus démarre dès maintenant. Je tiens ici même dans mes mains les deux clés du tout nouveau BMW iX3, le X3 entièrement électrique de cette nouvelle génération. BMW Neue Klasse, une plateforme totalement nouvelle. Incroyable, tu l'as senti? Comment ils font ça? Et ce n'est pas si fréquent que je puisse affirmer qu'un essai ne parle pas uniquement de la voiture elle-même, mais aussi de l'ensemble de la marque, de l'avenir de BMW et peut-être aussi de l'avenir de l'industrie automobile allemande. Parce qu'avec ce véhicule, BMW affirme, nous sommes de retour. L'industrie automobile allemande a tellement pris cher ces dernières années. Vous êtes arrivé tard sur le marché de l'électrique. Vous avez raté les intérieurs récents, le design extérieur, etc. Et la critique était en partie justifiée, et j'en ai aussi fait partie, et maintenant BMW dit, nous sommes de retour. Nous voulons plus que jamais rejoindre la fête des véhicules électriques avec ces modèles ici, disponibles en deux versions, M Sport Pro et M Sport, ainsi que deux ambiances intérieures distinctes pour tout vous présenter. Nous testerons la conduite ainsi que l'efficacité. Quelle est l'autonomie réelle en usage quotidien, etc. Tout ce qu'il faut savoir sur ce véhicule absolument crucial avec Thomas sur Autoschful en 4K, plein écran et en intégralité. Allons-y. J'ai toujours les clés en main pour pouvoir ouvrir et fermer le véhicule à loisir et vous présenter cette double calandre illuminée à l'avant. On peut voir que c'est la nouvelle face Neue Klasse. Neue Klasse signifie New Class en français, soit nouvelle classe. Ils avaient fait ça dans les années 70 avec de petits doubles reins verticaux car ils avaient pris en compte vos retours. Parfois, le double rein devenait tout simplement trop grand. Et là, ils ont dit, on revient au style rétro. Mercedes fait ça aussi maintenant avec le GLC EQ en le rendant un peu plus sobre face aux concurrents directs, car le design allemand a toujours aussi été une question de sobriété. Ce véhicule a le pack M Sport avec un graphisme différent, par exemple en noir. Il y a aussi un rideau d'air et puis ici un insert noir. La version de base aurait l'air un peu moins sportive, pour ainsi dire. Ça ne change pas grand-chose et c'est intéressant, aucune incidence sur l'efficacité énergétique avec un CX qui reste à 0,24. Excellent pour un SUV électrique, c'est certain, et nettement plus performant que le X3, que ce soit en version essence ou hybride rechargeable. Celui-ci est à 0,27. Plus le chiffre est bas, mieux c'est. On peut atteindre 0,25 avec les jantes plus grandes. J'expliquerai bientôt. Ce qui est intéressant ici, c'est le double rein. Ici, c'est ce qu'on pourrait appeler l'aspect normal. On distingue clairement le contour, même lorsqu'il se trouve éteint. Et puis quand je l'active ici, on voit bien le rein s'illuminer. C'est une option qui est prévue. Vous n'êtes pas obligé de l'activer. Et même si vous en avez choisi un, vous pouvez aussi le désactiver selon vos préférences. Et vous voyez ici ce masque noir à l'avant. Maintenant, lorsque nous passons à l'option M Sport Pack Pro, il y a quelques différences. Par exemple, les caches de rétro sont noires avec des étriers de frein rouge bien visibles sur le côté. Bientôt plus d'infos sur les jantes et tous les autres éléments. Et à l'avant, quand le véhicule est éteint, ce contour blanc demeure complètement invisible. Ici, vous pouvez constater que tout est totalement en noir dans ce double rein. Cependant, quand j'active l'éclairage, la différence n'est plus aussi marquée. Pourtant, on voit bien que c'est un peu plus foncé, le contour reste en noir ici. Et c'est pourquoi l'éclairage central ici est un peu atténué, un peu plus subtil pour ainsi dire. Oui, votre choix dépend entièrement de vous. Dans la version M Sport Pro, le double rein Illuminate est déjà intégré au prix d'achat inclus. Je vais bientôt réaliser un complément détaillé sur tous les tarifs, car je peux déjà vous dire que les prix sont très intéressants au vu de ce que vous obtenez, notamment la taille de la batterie, etc. Comparé à un X3 classique ou hybride rechargeable, le prix est presque identique. Avec le même équipement, c'est parfois intéressant ou moins cher. C'est vraiment très intéressant. Au fait, nos couleurs du jour, voici le gris polarisé, avec une nuance bleue, et celui-ci, c'est le Silver Space, il est aussi très sympa. On retrouve des jantes de 21 pouces sur les deux véhicules, ainsi que les étriers de frein rouge du pack M Sport Pro. 21 pouces en partant de jantes de 20 pouces jusqu'à 22 pouces. Et maintenant, la partie particulièrement intéressante, la largeur, véritable clé de la résistance au roulement et donc de la valeur de traînée CD. À l'avant, vous avez toujours deux pneus de 55 mm, toujours, peu importe la taille que vous choisissez.
L'arrière, en revanche, varie. En 20 pouces, on retrouve du 255 à l'arrière. Les 21 pouces offrent le choix entre du 255 et le plus large, 275 à l'arrière. Ceux-ci sont identiques, pas de pneus mixtes pour les 21. Vérifiez bien dans le configurateur si vous choisissez des jantes mixtes ou non. Et aussi des roues aérodynamiques, on vous montrera bientôt sur l'autre véhicule. Elles sont aussi vraiment très bonnes. Les jantes de 22 pouces ont systématiquement des pneus plus larges à l'arrière. Donc le mieux serait en fait de choisir des pneus plus petits à l'arrière pour un résultat optimal en termes d'efficacité globale. Et puis, voici l'autre touche. Je peux aussi vous montrer l'éclairage à l'arrière. Ouvrons la voiture. Un jeu de lumière avec le rouge. Ça fait vraiment de l'effet, non? J'adore vraiment le design à l'arrière, très largement dessiné. Et ici encore, on a aussi un petit contraste avec le pack M Sport Pro, puisqu'ici on le retrouve en foncé sur la partie inférieure. Alors que là, c'est le pack M Sport classique sans le Pro. Vous n'avez pas le contraste noir sur la partie inférieure. Et personnellement, je préfère ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Au fait, ici en profil latéral, des jantes de 21 pouces également, mais ce sont les jantes aérodynamiques. Peut-être pas mon préféré au niveau du style, donc honnêtement, je resterai probablement sur des jantes de 20 pouces parce qu'elles offrent le meilleur confort de conduite. En même temps, elles offrent une grande efficacité, tout comme les roues aérodynamiques en réalité. Oui, vous pouvez même, c'est marrant, choisir les roues dans le configurateur. La consommation moyenne change à chaque fois. Vous pouvez vérifier. Mais oui, la plus grande différence sera entre les 22 et les 20, par exemple, ou les roues aéro 21. Très intéressant. En parlant de confort et de suspension, on commence jusqu'ici avec une suspension de base classique. Mais je peux vous assurer que c'est une très bonne suspension. Nous y reviendrons plus en détail pendant le trajet. Une suspension adaptative devrait être proposée en option à terme. Ou peut-être qu'en la regardant un peu plus tard, elle sera déjà disponible, mais pas dès le lancement. Nous avons déjà conduit ce véhicule et nous l'avons trouvé très bon à la conduite, même s'il ne dispose pas au départ de la suspension adaptative. C'est une information vraiment très intéressante. La longueur du véhicule atteint 4,78 mètres, soit exactement 188 pouces. Un peu plus longue que la X3 à moteur thermique, mais quand même. Ouais, probablement la même chose dans ce segment, c'est sûr. Et vous voyez les passages de roues, un design vraiment épuré, monolithique, pas de passage de roues contrastant ni rien. Alors, qu'en pensez-vous? En version de base, vous pouvez aussi la découvrir en M Sport ou en M Sport Package Pro via le configurateur. Et maintenant, passons aux faits concrets. Batterie, recharge et puissance. Tout commence avec la version classique à transmission intégrale, l'IX 350. Un moteur électrique à l'arrière qui est le plus puissant et un autre à l'avant. 4,9 secondes pour passer de 0 à 100 km par heure, 62 miles par heure, environ 470 chevaux. Plus tard, nous nous attendons aussi à des versions à propulsion arrière uniquement en entrée de gamme, ainsi qu'à des versions plus puissantes, comme la véritable version M, l'IX3M, qui devrait dépasser les 1000 chevaux. Ce sera vraiment très excitant. Concernant la version d'entrée en propulsion arrière, on s'attend également à une batterie de plus petite taille. Je parierais sur environ 80 kWh. Mais la grande batterie restera de loin la plus prisée, car avec ce modèle, tout le monde veut maximiser l'autonomie au maximum. Parfois, je dois réactiver les reins, ils semblent plus frais. Donc celui-ci ici a 108,7 kWh, soit presque 109 kWh. Voilà la capacité nette de la batterie. Et compte tenu du prix du véhicule, c'est une batterie très grande. Associée à la bonne valeur de CED, elle vous donne une autonomie WLTP de plus de 800 km. C'est très impressionnant. Quelle est la véritable autonomie en conditions réelles? Nous la mettons à l'épreuve aujourd'hui en Espagne. Route rapide, terrain régulier à 120 km par heure, soit environ 70 miles par heure, et nous partageons avec vous nos premières impressions sur place. Vraiment impatient de voir ça. Mais compte tenu des chiffres disponibles, de la qualité de finition observée et de notre première expérience au volant, ce modèle s'annonce vraiment comme un véhicule particulièrement crucial. Pas seulement pour BMW, mais même pour toute l'industrie. Et il faut garder à l'esprit que celui-ci ouvrira également la voie à la BMW Série 3 électrique
à la toute nouvelle BMW i3 qui arrivera bientôt. On vous tiendra bien sûr informé et il sera basé sur la même plateforme. Une distinction toutefois, ce modèle est produit en Hongrie, tandis que la i3 le sera à Munich. La livraison aux États-Unis est prévue pour mi-2026, suivie par le marché chinois un peu plus tard la même année. Une version allongée, avec un empattement plus long, ainsi que des adaptations spécifiques du système d'infodivertissement pour le marché chinois. Salut, mes meilleures salutations de la part de Léa. N'oubliez pas de vous abonner. Et concernant le chargement, il s'agit d'un clapet de charge intelligent, conçu pour que, la plupart du temps, vous n'ayez pas besoin de l'appuyer. Mais lorsqu'on s'arrête à la station de recharge et qu'on fait le tour du véhicule, celui-ci détecte aussitôt: Ah, Thomas va probablement charger, rien qu'à la façon dont il avance avec la clé dans sa poche. À la borne, le véhicule s'ouvre automatiquement. Il suffit d'appuyer ici sur cette trappe électrique. Voilà, c'est ouvert. Et ensuite, il s'ouvre comme ça et recharge AC 11 ou 22 kW disponibles ultérieurement. Et la recharge DC en pointe atteint 400 kW et vous pouvez aussi la refermer, mais elle est censée le faire automatiquement, comme je l'ai dit. Il faut donc environ 21 minutes pour passer de 10 à 80% avec cette architecture 800 volts, également compatible avec les bornes 400 volts avec des performances de recharge tout aussi bonnes. Voyons maintenant. Le Frank. Je l'ai tiré 2 fois, donc pas besoin de déverrouiller à nouveau ici. Ensuite, on retrouve un joli logo bien placé en haut, beaucoup d'attention aux détails et c'est bien séparé. Voilà, ce n'est pas trop petit. En fait, ça peut contenir un câble de chargement ou peut-être autre chose comme ça. Oui, mais mon préféré, c'est forcément ici, ce vrai logo BMW en haut. Et maintenant, l'intérieur réussi que nous présentons en 2 versions pour bien montrer les différences. Ça va être vraiment très impressionnant, je vous le promets. Ici, les poignées escamotables sortent quand vous approchez du véhicule. Et puis elle, vous savez, elle ne bouge pas vraiment. Donc, je préfère les poignées de porte physiques, les classiques. Et elles se sont aussi révélées un peu plus sûres. Donc cette année, cette idée, ça va disparaître à nouveau. Et l'histoire en arrière-plan, c'est que les fabricants, surtout les Allemands, ils ont mené des investigations sur le marché chinois. Et sur le marché chinois, on observait un fort engouement. Tous les clients voulaient des poignées de porte affleurantes. Ils ont donc opté pour des poignées affleurantes sur les nouveaux modèles afin de vendre en Chine. Or, de façon étrange ou amusante, l'impulsion vient de nouveau de Chine, parce qu'ils ont eu des problèmes d'accident avec les poignées de porte affleurantes. Et puis, je pense que dès l'année prochaine ou un truc comme ça, ou vers 2027, ils interdiront de nouveau l'utilisation de ces poignées de porte. Et puis tous les constructeurs reviendront aux poignées de porte classiques, vraiment basiques. Ouais, c'est ça parfois, c'est comme ça que ça se passe dans l'industrie automobile. Pourtant, tous les constructeurs, du moins les Allemands interrogés, affirment qu'elles sortent automatiquement en cas de collision. C'est bien sûr très important. Ensuite, à l'intérieur des portes. D'abord ici, c'est ici comme une structure. Touchez doux ici également. Voilà une proposition parmi d'autres que vous pouvez retenir. Noir uni ou couleur vive, plein de combinaisons possibles. Aussi une matière douce pour le coude. Contrairement au X3 combustion, un rembourrage totalement différent est utilisé ici. Bien réalisé ici avec cette galvanisation pour les différentes fenêtres. C'est un seul bouton à cet endroit. Rabattre les fenêtres, les rétroviseurs par exemple, c'est aussi assez marrant, non? Et ici, vous pouvez aussi les régler facilement, mais c'est simple. Et ici, vous pouvez aussi ouvrir le coffre si vous maintenez appuyé. Pour la partie inférieure, ici, j'aimerais bien qu'il y ait du tissu à l'intérieur. Là, c'est encore du plastique dur. Et puis, nous avons ici le badge M Entry. C'est ici le pack M Sport sans la version Pro. La version Pro arrivera bientôt. C'est aussi un volant sport avec, ici, une perforation sur le côté. Le volant de base aurait aussi 2 branches ici et ici, mais un peu plus fines. Ici, le volant sport présente des branches plus larges, ce qui renforce son design sportif. Et comme je l'ai mentionné, la perforation est vraiment très agréable en prise en main ici. Et bientôt, je vous montrerai le volant parfaitement rond dans l'autre véhicule. Et puis ici, vous pouvez voir que vous avez ce qu'on appelle le Chi-Tech. Ces boutons ne s'illuminent que lorsqu'ils sont réellement utilisables. Je ne suis pas fan de ces boutons, ils sont capacitifs.
Je les déteste encore. C'est plutôt pratique parfois, notamment pour le stationnement automatique. Un seul bouton à presser et tout démarre tout seul sans effort supplémentaire. C'est ça qui est sympa. D'ailleurs, ici, ils utilisent un tissu et on voit la lumière d'ambiance qui transparaît depuis l'arrière. Et ici, tableau de bord au toucher doux, qualité d'assemblage au rendez-vous. Ceux-ci sont les sièges confort, également désignés comme sièges multifonctions. Vous les obtenez en tissu dans la version de base. Pas dispo aux US. Voici le Viganza. Simili haut de gamme, sans animal, très doux comme vous voyez. Il est perforé et moelleux avec une grande profondeur d'assise. Einsitzhöhe, comme on dit en allemand. Et si vous optez pour le pack M Sport en équipement standard, vous les obtenez en noir avec des accents en microfibre, notamment dans la partie supérieure des appuis épaules. Ça vaut le coup de consulter le configurateur. BMW fait exactement ça ici. Je préconisais toujours des sièges sans aucun composant d'origine animale, respectueux des animaux et tout en offrant un excellent confort. Et bien sûr, il y a toujours des sceptiques qui redoutent de sacrifier le confort, la durabilité ou encore la solidité de l'acier. BMW cherche à convaincre ses clients en leur disant « Nous proposons une solution plus respectueuse des animaux et plus durable, qui en plus s'avère être encore plus confortable et plus résistante que les matériaux d'origine animale. » Ça fonctionne très bien ici. Je suis profondément convaincu que c'est la meilleure approche pour convaincre même ceux qui sont initialement sceptiques. Et ils sont extrêmement confortables, vraiment, vraiment doux. Personne ne pourrait dire que ce n'est pas comme une option en cuir animalier haut de gamme à 7000 €, tu vois, ou quelque chose comme ça. C'est même encore plus doux en réalité. On fait vraiment le tour complet pour réussir à convaincre aussi les clients qui, tu sais, ne sont peut-être pas habitués à ce genre de matériaux. C'est vraiment très bien fait. Et nous allons bientôt comparer l'autre siège M Sport à celui-ci. Espace au-dessus de la tête ici, ma taille est de 189 cm. Encore un peu de place, aucun souci là-dessus. Toit panoramique fixe à cet endroit, au choix, toit fermé ou en option, ce toit vitré. Il est fixe, impossible de l'ouvrir. Et il intègre un filtre automatique dans la vitre qui empêche la chaleur de trop s'accumuler à l'intérieur du véhicule. Vous ne pouvez pas le changer ou faire ce genre de choses. Oui, ça protège, vous savez, grâce à cette couche automatique à l'intérieur. Cependant, je préfère le toit fixe, car celui-ci chauffe un peu plus, surtout dans les régions où il fait très chaud. Mais on pourra également l'essayer en été pour vous. Le volant d'ailleurs est réglable manuellement, en avant et arrière, ainsi qu'en hauteur. La solution manuelle est très pratique, vous pouvez l'ajuster rapidement à vos préférences et à votre confort idéal. Oui, l'essentiel, c'est vraiment l'excellent confort offert par l'ergonomie ici sur le siège. BMW est effectivement leader en matière de confort des sièges. Mais en sera-t-il de même dans l'autre véhicule? Nous le saurons bientôt. Passons maintenant à l'intérieur M Sport Pro. Ici encore, on remarque les poignées de porte affleurantes. C'est spectaculaire, mais franchement, pas vraiment indispensable. L'éclairage sur le côté et le bruit de fermeture des portes, on avait complètement oublié ça. Ouais, c'est intéressant. J'ai trouvé que c'était en fait meilleur avec ce véhicule-là. Laissez-moi simplement le vérifier à nouveau. D'accord. Pas sûr que ce soit c'est mieux ici qu'avec l'autre. Le son de fermeture, franchement pas le meilleur possible. Ensuite, voyons voir ça. Ici, à l'intérieur des portes, on retrouve du microfibre très bien fini, entièrement en noir pour un look unicolore si vous préférez. C'est sympa. Et puis nous avons ici le même badge d'entrée pour la M Sport Pro. Et ce sont les sièges M Sport. Ils sont vraiment superbes, bien sûr. J'adore tout particulièrement ce style. Celui-ci d'ailleurs, ici, c'est comme un appui-tête intégré. Avec l'éclairage ici, le logo M, on peut également le faire monter ou descendre directement depuis l'écran. On peut ajuster légèrement la hauteur de ce repose-tête. C'est actuellement en position maximale, tandis qu'à l'avant, côté passager, il est à son niveau le plus bas pour le moment. Ici également le revêtement perf en simili-cuir Veganza haut de gamme, très moelleux. Vous avez l'insert en microfibre sur le côté, principale différence ici. Tout d'abord, vous avez celui-ci ici, donc l'allongement dans la zone inférieure. Et on voit que c'est plus sportif, plus marqué ici. C'est aussi plus serré. Et aussi ici,
accentuation épaule plus marquée. Mais le confort est-il meilleur, identique ou pire? C'est en effet très différent. Les différences sont les suivantes. Ici, vous avez un meilleur soutien au niveau des épaules en haut. Toutefois, le confort est aussi assez spacieux, les deux sont agréables, je pense. Au niveau du dossier, les deux sont agréables. En revanche, ici c'est nettement plus serré, cela pourrait poser problème si vous avez, vous savez, une corpulence plus large, etc. Ça dépend de vos préférences. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus serré, mais pour moi je trouve que c'est un peu mieux quand c'est plus ouvert. Ensuite, ici, vous avez l'avantage de pouvoir allonger pour les jambes. C'est en fait plutôt une bonne idée. Cependant, ils sont, ouais, peut-être un peu plus serrés, les sièges, c'est sûr. Alors, je trouve que dans l'ensemble, enfin, les deux sont très bons et très confortables, mais ouais, c'est une question difficile. J'aime les deux, mais je pense que pour un confort optimal, je resterai sur les sièges confort ou polyvalent. Oui, au volant, je vois bien, mais ils sont un peu plus moelleux, c'est surtout ça qui compte. On peut facilement opter pour les deux, mais je trouve qu'ils sont plus confortables que les autres. Celui-ci a en revanche le meilleur look. Et puis l'autre différence intérieure, la principale, on en reparle bientôt. Voici le volant M Sport qui présente un style nettement plus classique et intemporel. Et ici aussi, les rayons ne sont pas verticaux, mais plutôt ici. Et une fois encore, avec la perforation sur le côté, passons maintenant à ce cockpit ici. D'abord, le volant en version M Sport. Si vous préférez un style plus classique, il serait préférable de choisir celui-ci. Et puis les perforations sur les côtés. C'est vraiment très doux, tant au niveau du repère à 12 heures qu'au niveau des perforations. Et ici, cette prise, elle pousse en fait les utilisateurs à privilégier la position à 3 heures ou bien celle à 9 heures. C'est plutôt bien et c'est agréable d'avoir ici une poignée ferme. Alors honnêtement, je dois bien avouer que je ne suis pas vraiment fan du design du volant ni des boutons capacitifs, c'est sûr. Pourtant, ça vous savez, comme la façon dont on s'en sert ici avec les pouces, c'est incroyable. Et puis, le matériau est l'un des meilleurs jusqu'ici, vous savez, dans l'industrie. Et maintenant arrive la partie intéressante. Ils ont testé car BMW n'avait jamais eu de volant sans composants animaux en M Sport. Maintenant, ils ont dit, bon, faisons un test, invitons tous les employés qu'on a ici, organisons une sorte de clinique interne et testons différentes matières. Et on leur demande, sentent-ils la différence entre animal et nouveaux matériaux modernes? Personne ne parvenait à distinguer ou alors affirmait, c'est forcément du cuir animal de luxe, bien plus cher, mais pas du tout. Alors ici, une fois encore, ils créent ce cercle logique et réussissent même à convaincre les plus sceptiques. Et moi aussi, je fais partie des sceptiques quand il s'agit des nouveautés dans les véhicules pour rendre l'expérience vraiment meilleure tout en étant sans animaux en même temps. C'est vraiment une excellente chose. Alors, tous ceux qui ne sont pas encore convaincus, essayez-le, sentez-le, roulez avec, et je peux vous promettre que vous serez convaincus. Alors ici, l'une des choses les plus exceptionnelles, c'est cette vision panoramique. Elle va jusqu'au bout. C'est standard. Vous l'avez toujours de gauche à droite. Donc d'un côté, vous n'avez pas besoin d'un affichage tête haute. Vous pouvez. Cet appareil a l'option affichage tête haute, cette boîte en plus ici. En longue focale, c'est déjà éloigné. La vitesse s'affiche aussi. Pas besoin de l'affichage tête haute, mais possible. Et au centre, vous avez différentes infos selon vos préférences. Il peut aussi y avoir des informations GPS, mais si par exemple ça ne vous plaît pas, vous pouvez les replier complètement et dire « Eh, je ne veux rien du tout à droite, je pourrai vous le montrer bientôt ». Ensuite, la couche avant, ce display, pourquoi l'ont-ils fait ainsi? Parce qu'ici, c'est vraiment facile d'accès, comme quand la main est sur le volant. Et puis, quand vous voulez faire quelque chose, vous réglez facilement. La température. Je l'ai dit, je suis clairement partisan des commandes physiques et j'ai expliqué à BMW que c'était bien ce que nous souhaitions. Mais ici, ils ont choisi la solution numérique. Et c'est une solution numérique facilement accessible. Vous pouvez sans difficulté passer de la direction à la température. C'est ça. Rapprocher l'écran, puis positionner l'information à distance dans le champ de vision, assurant une focalisation longue naturelle, sans effort et en toute clarté. Je comprends bien cette stratégie. Et voilà aussi un volant chauffant disponible. C'est une option, comme par exemple les sièges chauffants. Les sièges ventilés ne sont pas encore disponibles. J'ai aussi demandé à BMW car le X3
thermique, hybride ou diesel l'a déjà. Celui-ci, pas encore. J'ai donc demandé à BMW, si vous l'avez sur la thermique, mettez-le aussi sur l'électrique. Et ils m'ont dit, c'est en fait la réponse la plus récente pour l'instant, qu'ils y réfléchissent. Car comme les sièges ventilés, l'adoption est encore faible pour le moment. Mais c'est une de ces fonctions qui émerge vraiment maintenant, car une fois goûté au siège ventilé par une forte chaleur, vous ne pourrez plus vous en passer. Siège aussi perforé avec refroidissement passif. Et je peux aussi constater que cet Alcantara haut de gamme est vraiment supérieur en tout point. Il ne chauffe pas aussi facilement que la peau animale, c'est un vrai plus. Ça marche qu'avec une bonne qualité. Des mauvaises Alcantaras, il y en a, c'est sûr. Un aspect très intéressant, le chauffage-refroidissement des sièges, sûr. C'est aussi unique d'avoir cette forme particulière d'écran. Ce n'est pas vraiment nécessaire, mais ça ne fait pas vraiment de mal. Ce qui est crucial pour moi, c'est qu'ils aient cette conception en couche. Et puis, quand vous freinez et que vous voulez redémarrer, ici, des raccourcis clavier apparaissent comme ce truc de loi européenne sur le tintement de vitesse. Vous pouvez facilement désactiver le bip-bip répétitif à 51 km/h ou vers 50, un truc dans le genre. Et ici, vous pouvez aussi désactiver facilement l'assistant de maintien dans la voie. Tout ce qui gêne est donc très accessible dans votre champ de vision, juste ici. Plutôt pratique comme fonction. Ici, avec le GPS, il suffit de cliquer dessus très facilement. Plein écran activé ici. Pourrait être un peu plus rapide et surtout un peu plus réactif. Maintenant, c'est plus réactif. Ouais, mais bon, vous pouvez aussi... Oh, la qualité d'écran est vraiment bonne, comme quand on... Le touche du doigt, c'est agréable vraiment par le ressenti. C'est quelque chose de nouveau. Ici donc, le raccourci GPS. Puis ici, c'est l'intégralité du menu climat où vous pouvez tout régler comme vous le souhaitez. Et intéressant, bien sûr, toujours le menu du véhicule. Ici, quelques accès rapides. Par exemple, ici aussi, pour contrôler la vision panoramique. Et puis, vous pouvez également la configurer. Et vous pouvez choisir vos propres widgets. Par exemple, tout supprimer si vous le souhaitez. Et alors, tout sera nettoyé. Donc quand je quitte ce menu, voilà. Alors, si vous n'êtes pas fan de la vision panoramique, laissez simplement comme ça. Vérifiez la vitesse et le reste est plus, ouais, rien. Mais ensuite, vous pouvez aussi dire, hey, je voudrais peut-être, je ne sais pas, s'ils affichent la date et l'heure, le téléphone, un truc, la position d'accélération, l'angle de braquage, la qualité de l'air, ce que vous voulez, vous pouvez l'ajouter. Très facile à configurer. Et puis, les modes de conduite. Vous pouvez choisir le mode personnel, le mode sport ou encore l'efficacité et le silence. Seulement dans... Il y a une animation pour le mode sport, mais uniquement en mode d'efficience, la puissance est alors réduite. Sinon, si vous n'avez pas besoin d'aller en mode sport pour avoir toute la puissance. Quand vous accélérez, vous avez toujours toute la puissance également. Et maintenant, il y a un truc particulier ici. Parce que jusqu'ici, le mode personnel ou mon mode, vous ne pouviez pas le configurer sur une BMW à moteur thermique classique ou même sur les modèles électriques récents. Maintenant, je choisis personnel et je configure. Ici, je sélectionne individuel. Configuration, puis par exemple, je règle la direction sur sport. Et plus tard, quand la suspension aura le réglage adaptatif, je pourrais opter pour ce mode-là, tu vois. Un truc du genre doux et ainsi de suite. Ou aussi le réglage de récupération si je veux une petite. Récupération, un effet un pédale plutôt marqué ou bien adaptatif, je peux tout à fait le régler ici. Et c'est aussi enregistré pour la prochaine fois. Et c'est en réalité une très bonne chose. Écoutez bien les retours des clients, ils proposent désormais cela aussi. Pour passer à la conduite à une seule pédale depuis le mode Drive, il suffit de tirer simplement vers l'arrière jusqu'au mode B, puis c'est parti. Encore une fois, passage de D à B, et puis voilà, on y est, c'est directement la récupération d'énergie maximale. Et vous pouvez très bien constater que dès que je retire le pied de l'accélérateur, la valeur passe immédiatement à 0. Au fait, ici, c'est bien quand CarPlay est en marche. Et vous l'avez sur la carte ici. Mais dans la vision panoramique, vous avez juste des flèches basiques. Quand vous arrivez à l'intersection suivante, et ainsi de suite. Alors qu'avec le GPS intégré de la voiture, celui-ci, vous avez aussi une assistance élargie avec les intersections et ainsi de suite dans la vision panoramique. Aperçu rapide de la fonction de stationnement automatique ici, pouce gauche. J'appuie sur ce bouton et ensuite j'ai cette vue qui me propose des places de stationnement. Mais je souhaite me garer juste devant ou bien à côté de cette Cupra Formentor là.
Et observons un peu ce qui se passe quand je tourne ici, c'est bien elle qui s'affiche à l'écran. Si la voiture s'en rend compte, il y a une place de stationnement à côté, je vais en suggérer une à droite. Et la voilà. Voilà, elle est maintenant disponible, je peux donc sélectionner une place et choisir si je me gare en marche avant ou en marche arrière. Peut-être que le stationnement en marche arrière représente un défi plus important. Alors je lance ça ici. Et ensuite, ah, donc la voiture ici vient simplement de se garer en marche avant. Ouais, c'est probablement plus facile. Allez, on y va, on démarre et voyons un peu à quel point c'est fluide comme mouvement. Parfois, avec ces systèmes de stationnement automatique, on finit par avoir mal au cœur parce que la voiture en fait vraiment trop. Voyons un peu à quel point c'est fluide dans la manière dont elle s'y prend. Aussi, ce symbole vert, comme dans l'assistance autoroutière, bientôt on pourra aussi rouler à 130 km par heure sans problème. Oui, le stationnement. L'assistance sur autoroute 130 bientôt disponible. C'est vraiment super fluide, super fluide. Oui, je pense que le plus spécial ici, c'était vraiment fluide. Tu vois, ce genre de truc où tu te dis comme c'est plutôt cool. Ensuite, ici en bas, le socle de charge inductive à gauche est aussi ventilé. Uniquement à gauche pour la charge inductive, à droite, deux USB-C. Je préfère la charge par câble, honnêtement, moi aussi. Aussi mieux pour la batterie. Ici, porte-gobelet adaptatif, 3 positions. Ça maintient aussi les tailles. Ici, on insère les vitesses comme ça. Marche avant et marche arrière, ou alors ici, le frein de parking électrique. C'est encore un réglage manuel du volume. C'est bien d'avoir ça, vous pouvez aussi le changer pour le volant, et puis ici, doux aussi pour votre coude. Et c'est aussi suffisamment doux au toucher. Ensuite, vous pouvez l'ouvrir tranquillement et la qualité de l'intérieur est clairement supérieure à celle du X3 thermique, parce qu'il reste encore quelques points à améliorer sur le X3 hybride ainsi que sur les versions essence et diesel, c'est évident. Quelques éléments qu'on ouvre avec une qualité intérieure qui doit être améliorée. Voyons le coude gauche. Oui, oui, peut-être un peu plus doux ici pour le coude gauche avec les bras en place. Et ici, on a aussi plus de tissu sur le tableau de bord, par exemple. Et là, dans ce cas, tout en style plus sombre, donc plus sobre. Selon le modèle, plusieurs coloris et combinaisons sont proposés au choix. Et un rangement supplémentaire sous la console centrale, assez spacieux en fait. C'est plus cosy ici dans la partie haute, mais peut-être que dans la zone assise, là, c'est là que le Comfy Seat offre une plus grande profondeur d'assise et est un peu plus moelleux. Les deux sont sympas, je pense que je serais content avec les deux, mais si je pouvais configurer librement, je choisirais probablement les Comfy Seats, même s'ils ont l'air incroyables ici. Oh, là, je voudrais vraiment vous montrer cette partie située en haut, ici. Donc, quand je, par exemple, vais dans Seats, et puis on y est. Et ensuite, je peux régler ça plus bas ou plus haut, et ça sera également enregistré avec votre compte utilisateur. En fait, pour que lorsque vous montez dans le véhicule, cela soit aussi reconnu dans l'application smartphone. Par exemple, quand l'IA monte dans le véhicule, le siège s'ajuste automatiquement à sa position. Et quand je monte, le siège s'ajuste à ma position. Ici, en contraste, l'autre intérieur. Alors, avec les sièges confort et aussi quelques accents colorés, j'aime vraiment beaucoup. L'intérieur lumineux qu'on avait dans l'épisode studio initial, je vais probablement choisir celui-là. Oui, mais vous pouvez bien entendu choisir les couleurs exactes comme vous le souhaitez, et ici également, les autres sièges sont disponibles. Et concernant le volant, en comparaison, on voit bien que celui du M Sport est légèrement plus arrondi. Et celui-ci est un peu plus plat en haut et en bas, c'est clair. Voilà, oui, une autre des différences notables que l'on peut remarquer. Mais il existe tellement de styles différents. Je pense que chacun peut trouver son bonheur. Passons maintenant à l'arrière. Ici aussi, tout est douillet, c'est agréable, belle finition. Du tissu en bas améliorerait nettement le confort intérieur ainsi que l'ambiance générale. Ceux-ci, au fait, ce sont les ouvre-portes. Ils réagissent, disons, électroniquement, mais ils sont aussi physiques en même temps, pour ainsi dire. Ici, l'expérience arrière, cache, isofix, sympa, refait. Regardez un peu ça. On peut le soulever facilement comme ça. Alors pourquoi s'en priver? Ensuite, on peut aussi régler l'appui dorsal du siège comme ceci. On peut l'installer en position cargo, plus droite ou plus inclinée. Ici, on ajoute également des porte-gobelets qui s'adaptent parfaitement. Et puis vous pouvez aussi ouvrir la trappe à ski. Ce serait également possible. Quant à l'espace pour les jambes, il y a vraiment beaucoup de place. Regardez ça.
C'est nettement meilleur que dans le modèle X3 à moteur thermique. Ils exploitent vraiment bien cette plateforme ici. Oui, c'est vraiment agréable. Je verrai bientôt comment ça se compare au siège sport, si c'est pareil ou plus, moins à retenir pour plus tard. Espace au-dessus de la tête, ici, il en reste encore pas mal, surtout vers ce côté. Ah, donc aucun problème. Encore une fois, la version avec le toit panoramique fixe, il n'y a pas de poignée prévue à cet endroit par contre. C'est un porte-manteau, mais impossible de s'y agripper fermement. Toutefois, le confort général est vraiment très bon ici. Une expérience vraiment agréable. Encore une fois, parce que ces sièges, surtout au niveau du bassin, sont très moelleux et agréables avec cette perforation. C'est très confortable. Avec les sièges M-Sport, c'est en fait, je dirais pareil. Certes, l'ajouré est un peu différent, il est un peu plus ouvert ici, ouais, mais les deux offrent un espace pour les jambes similaire. Même si la forme est un peu différente, peut-être que ça varie un petit peu selon l'ajouré. Mais oui, les deux modèles offrent un bon espace aux jambes. Le coffre affiche bien 520 litres. À ion électrique, on l'ouvre et voici une très grande housse bien pratique ici, tout à fait adaptée pour le coffre. C'est vraiment intéressant, je vous montre, une surprise inattendue. Alors d'abord, vous pensez « Waouh, quelle qualité de fabrication excellente ! Rarement vu un couvercle aussi massif ici. » C'est vraiment bien parce que ça isole complètement, donc ça sera efficace contre le bruit, surtout celui venant de l'extérieur quand on roule. Vous pourriez penser « Bon, s'il est si lourd, pas facile de le ranger n'importe où dans le coffre. » Et je me faisais la même réflexion. En fait, j'ai découvert, oui, quelque chose de vraiment surprenant. Donc quand vous soulevez celui-ci, pas de cette façon, mais si vous le retournez vraiment comme ça, en le pivotant complètement sur lui-même, eh bien étonnamment, il s'emboîte parfaitement en dessous. Waouh, c'est vraiment intéressant. Je ne savais pas ça encore. Je viens juste de le découvrir. Et puis ici, la largeur est vraiment impressionnante parce qu'on est maintenant à environ 1,10 m. Tu vois, ou environ 43 pouces. C'est un peu plus étroit qu'ici, mais dans l'ensemble plutôt bon. Il passe bien sous la calva comme vous l'avez vu. Ensuite, la longueur standard se situe ici autour du mètre, soit 40 pouces environ. Quant à la hauteur maximale, elle atteint 28 pouces ou 70 cm. Et ici, la longueur totale jusqu'au siège, comme on serait assis au volant. C'est ici 1,83 m ou 72 pouces. Alors oui, vraiment très pratique. Et en plus, une bonne idée bien pensée. Et il y a aussi un crochet d'attelage adaptable disponible juste ici. Voilà, entièrement électrique, effectivement. Et la capacité de remorquage est de 2 tonnes. Allons-y, conduisons le BMW iX3. Ça va être énorme et je veux commencer par celui-ci comme un énorme dos d'âne. Et maintenant, regardez le véhicule. Il est droit et j'ai commencé à réaliser un truc quand on avait fait le premier pré-test de conduite de ce véhicule il y a quelques mois. C'est impressionnant comme quand on passe sur ces dos d'âne haut et bas, et généralement beaucoup de voitures oscillent ou tremblent ensuite. Il y en a un autre qui arrive, mais quand on redescend celui-ci, la voiture se stabilise immédiatement sans que la suspension soit pour autant ultra rigide ou quoi que ce soit comme ça. Voilà. Et c'est aussi confortable pour le passager, tu vois. C'est vraiment étonnant. Et n'oubliez pas, la suspension de base est là. Oui, elle a déjà un amortisseur hydraulique. Plus tard, suspension adaptative en option, celle-ci est, disons, passive. Ensuite, la suspension adaptative, qui elle aussi varie selon le mode de conduite, mais celle-ci fait déjà bien le job. On est sur des jantes 21 pouces ici. On peut toujours passer en dessous pour un peu plus de confort. Ce serait possible. Mais ici, encore une fois, le dos d'âne n'est pas... So good. C'est fou. That's C'est fou, really non? crazy, yeah. D'habitude, ce genre de confort, on ne l'a vraiment qu'avec des suspensions pilotées With sophistiquées à the air GLC, comprimé, comme celle du you with the air GLC par switch. exemple. Je le dis toujours, quand vous optez pour un X3 essence, hybride rechargeable, diesel, etc. N'hésitez pas et choisissez la suspension pilotée. Mais là, je peux vraiment affirmer que commander maintenant sans la suspension pilotée disponible, c'est vraiment tout à fait envisageable. C'est vraiment étonnant. Déjà, on peut régler la réactivité de la direction dans les modes de conduite. Voilà. En mode sport, j'ai un peu plus de retour au niveau du volant, vous voyez? C'est toujours léger. Oui, mais en mode compact, c'est encore plus léger.
Voilà pourquoi je choisirais le réglage individuel pour mettre la direction en sport avec plus de retour. L'IA dirait sûrement: ah, peu importe, j'aime bien avoir une direction bien souple. Ici, on passe entre faible et forte récupération. Voyons voir la vraie conduite à une pédale. Si ça s'arrête vraiment complètement, on dirait que non. Non, ça continue encore de rouler. Mais il y a un fort freinage moteur. Si vous voulez passer à la conduite à une pédale depuis le mode drive, tirez vers l'arrière pour passer en B, le mode adaptatif est aussi possible. Dans ce cas, cela dépend vraiment de la présence d'une voiture devant vous ou non, par exemple. C'est une découverte particulièrement intéressante. Et autre chose maintenant avec la vision panoramique et l'affichage tête haute. À ce moment précis, j'ai configuré le GPS interne. Et là, je vous montre quelque chose, ou peut-être que je vais laisser comme ça, et je n'ai pas besoin d'avoir celui-ci ici, parce que j'ai aussi le GPS dans mon champ de vision. Et également dans l'affichage tête haute. Donc, You can't miss the exit. c'est maintenant un véritable excès de GPS complètement surdimensionné. 1, 2, 3. Je vois des lignes et des flèches partout qui me disent: Thomas, tu vas tourner au prochain carrefour. Alors oui, c'est marrant d'avoir celui-là. Mais le truc cool, c'est que ici, c'est toujours court. Mais quand je le regarde avec la vision panoramique ou dans l'affichage tête haute, c'est encore une longue mise au point. Et maintenant, un peu d'accélération autoroute, de 40 à 120. C'est parti. D'accord. Incroyable. Incroyable. De 40 à 120. C'est hallucinant. La version 50, la 4RM classique, annonce 4,9 secondes, mais c'était nettement plus rapide. Franchement, très impressionnant. Et on a même fait fonctionner le lit émetteur. Waouh, c'est ouais, vraiment puissant. Alors je peux vous dire que même la version d'entrée de gamme en traction arrière sera largement suffisante. Et je veux dire, s'ils veulent faire un iX3M, genre. Pourquoi? Ce serait complètement dingue à ce moment-là. Ouais, et voici l'autoroute. Alors maintenant, mettons 120 km à l'heure, 70 miles à l'heure comme ça. Et la seule chose qu'on entend, évidemment le temps n'est pas très beau ici malheureusement en ce moment, mais c'est un bon test pour évaluer le silence. Et la seule chose qu'on entend, ce sont les gouttes de pluie sur le pare-brise avant. Il n'y a aucun bruit de vent notable autour de nous. On n'a pas encore de vitres feuilletées ici, c'est très silencieux. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, je l'appelle comme un souverain. Tu vois, quelque chose de très sophistiqué. Ouais, comme ça. Il y a cette part italienne en moi. Il y a des amis grecs ou italiens, et le truc, c'est que la voiture reste vraiment droite. Même quand on fait des changements de fil plus rapides, par exemple comme ça, elle ne tangue pas du tout. Et on a presque l'impression, une impression de musique de Coldplay, on a toujours l'impression d'avoir une sorte de contrôle anti-inclinaison ou peut-être un système de pompe hydraulique comme chez Porsche ou NIO maintenant, ou un truc dans le genre, mais c'est quand même une suspension non adaptative active, une suspension de base, et la voiture reste toujours bien droite, bien stable en tout point, et cela pourrait aussi être un point à comparer avec la X3 à moteur thermique qui, selon moi, ou Léa l'a d'ailleurs déjà dit plus tôt, fait parfois un peu plus de bruit sourd. Quand on roule sur des portions inégales, alors que là, on a vraiment l'impression d'une expérience de conduite encore plus haut de gamme. Oui, elle est plus lourde, ce qui peut avoir un effet dans les virages très serrés quand on pousse. Mais bon, qui fait ça avec un SUV? Mais par exemple, si tu passes d'une série Sept de chez BMW à celle-ci, tu as comme une sensation similaire, comme si celle-ci te donnait l'impression de conduire une berline de luxe à empattement long avec des mouvements de caisse particulièrement maîtrisés. C'est quelque chose de vraiment très intéressant. On a si rarement une voiture dont les mouvements de caisse sont aussi maîtrisés. C'est vraiment cool, vraiment, vraiment cool. La direction, je l'ai mise en mode sport, comme je l'ai dit, là, pour avoir un peu plus de retour. Voilà, c'est mieux. Je la garde toujours à 3 et 9 heures. Bon, c'est l'heure. Yo, quoi de neuf? On a terminé. Tout le monde va conduire cette bagnole, puis comme ça. Et c'est peut-être aussi une bonne mesure de sécurité, tu crois pas?
Je veux dire, ouais, on a bien des gouttes de pluie sur le pare-brise avant, mais à part ça, c'est toujours complètement silencieux. Regardez un peu ça. Une voiture nous dépasse justement en ce moment. D'habitude, c'est très bruyant par temps de pluie, mais là, pas du tout. Une conduite tellement sophistiquée. Je pourrais même imaginer faire un long trajet maintenant. On profite d'abord des sièges confort. Plus tard, on passera de nouveau au siège sport, à l'autre modèle, parce qu'il y a une chose. Comment est-ce que ça fait quand on démarre? À l'arrêt, mais en conduite, c'est comment du coup? Parce qu'à l'arrêt, on se dit que c'est confortable, mais une fois en mouvement, peut-être que les sièges sport s'avèrent finalement plus confortables. Faut vraiment tester, tu vois. C'est super intéressant à observer. What about the Oh oui, 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 l'aide à maybe l'autoroute, that's a un good seul point, appui sur un yeah. bouton et c'est déjà activé. Là, on confirme aussi avec ce con. Va voir, est-ce que ça permet effectivement de lâcher le volant un moment parce qu'ils sont désormais d'accord là-dessus? C'est tout récent, c'est nouveau, c'est vraiment une avancée intéressante. Alors, Ah, confirm. confirmation? Voilà, c'est désormais autorisé partout en Europe jusqu'à 130 km par heure. C'est toujours un système de niveau 2, donc vous restez responsable vous-même en cas de problème. Mais c'est aussi quelque chose de très relaxant. Et maintenant, le truc spécial, c'est qu'ils ont affiné ces systèmes d'assistance pour atteindre un autre niveau de sophistication. Oh, maintenant, je crois qu'il m'a proposé rapidement un changement de voix. Voyons si je peux le déclencher encore une fois. Non. Voilà, j'ai regardé dans le rétroviseur et puis changement de voie automatique. Et comme ce système est fluide désormais, vous êtes aussi dans le virage. Et le truc, c'est que Léa me dit d'habitude avec chaque véhicule, arrête ça, conduis No, when you toi-même. close your eyes, it's fine. Oui, le truc, c'est que quand Léa ferme les yeux maintenant, elle ne peut plus dire si c'est moi qui conduis ou si c'est la voiture. Et on n'avait jamais ça avant. C'est dingue, c'est vraiment dingue. Parce que tout, absolument tout est fait de manière tellement fluide. On a fait des tests aussi, par exemple en trafic, quand c'était vraiment très lent. Et quand la voiture accélère ou freine, et si vous fermez les yeux, vous ne pouvez pas dire exactement quand la voiture commence à accélérer ou s'arrête complètement. C'est fou. Car en général, ces systèmes ACC sont trop agressifs et accélèrent trop brusquement. Mais là, c'est vraiment d'une fluidité incroyable, je n'arrive pas à y croire, incroyable, et je dois le répéter encore une fois. BMW ne m'a jamais versé le moindre sang pour dire quoi que ce soit. On a d'ailleurs fait quelques critiques sur certains points un peu plus tôt. Oui, et on le fait sur plein d'autres sujets, c'est sûr, mais quand je dis que c'est le meilleur réglage des systèmes d'assistance que nous ayons jamais expérimenté, c'est une simple constatation. C'est vrai, je le dis en connaissance de cause, j'ai comparé des milliers de véhicules et c'est simplement vrai. Peut-être que d'autres rattraperont, mais là, en Allemagne, on dit comme un grand cinéma. C'est du grand cinéma. Ouais, carrément cool, mec. Waouh, bravo à vous pour cette belle performance. Et voici déjà le premier résultat du test d'efficacité. On a roulé principalement sur autoroute en aller-retour avec un terrain bien plat et sans grande variation, et on a maintenu une allure régulière d'environ 100-120 km/h. Mais la vitesse moyenne est bien sûr toujours plus faible parce que par exemple, je dois peut-être me rendre sur l'autoroute en roulant à 20 ou 30, du coup la vitesse moyenne descend toujours à environ 70 km/h. Conditions pluvieuses, pas trop froid, mais pas trop chaud non plus ici en soirée, et jusqu'ici, la consommation était d'environ 18 kWh au 100 km. Cela signifierait ici, pour la grande batterie, une autonomie réelle dans ces conditions d'environ 600 km, soit 370 miles. C'est proche des valeurs établies par l'EPA, la norme officielle largement utilisée en Amérique du Nord pour le cycle d'essai de conduite. Déjà un bon résultat, cette voiture offre une bonne autonomie. On testera d'autres conditions. On passe maintenant au M Sport Pro équipé des sièges sport. Quelques bosses en plus car il faut vraiment s'attarder là-dessus ici. Je peux accélérer en passant sur cette bosse. Et on dirait que c'est rien. Et le truc fou, c'est que oui, c'est une suspension de base. La seule chose qu'ils ont ici, c'est un amortisseur hydraulique. En gros, à l'extrémité du vérin. Et c'est ce qui crée la magie, combiné à toute l'expérience technique des spécialistes de la suspension. Et on a vraiment l'impression d'une pompe hydraulique active à chaque tambour, etc.
Et ici, on peut presque soulever les dos d'âne et ensuite, c'est parfaitement confortable aussi pour les passagers. C'est vraiment ce qui est incroyable avec ce véhicule. Honnêtement, les gars, c'est de loin la meilleure suspension classique que j'ai jamais testée sur une voiture. C'est complètement fou. Il n'y a aucune suspension active ni suspension pneumatique. On n'a pas de système hydraulique. Il n'existe aucun contrôle actif anti-roulis, vraiment aucun. Et c'est complètement fou ce que fait cette suspension, c'est vraiment incroyable. J'ai jamais vu un truc pareil, jamais. Alors ouais, vous serez parfaitement à l'aise avec la suspension de base ici. Et même si elle n'intègre aucune technologie spéciale, super compliquée. Elle est en réalité meilleure que la plupart des autres suspensions, qui ont pourtant ces technologies spéciales. Et ils l'ont fait exprès, car ils ont dit qu'ils auraient pu ajouter des technologies et augmenter le prix, mais préféraient garder le poids plus bas. Rendre aussi la voiture moins complexe, car plus on ajoute de pièces, plus les systèmes de suspension deviennent compliqués et plus les composants sont sujets à des pannes. Et ils souhaitaient donc la garder plus simple, surtout en matière de technologie de suspension. Ça marche, tout simplement. C'est ce qu'il y a de plus impressionnant avec ce véhicule. Conduisons maintenant de manière un peu plus dynamique, toujours dans le véhicule M Sport Pro avec le siège M Sport. Et je dois dire, bien sûr, quand vous avez des nids de poules assez violents sur la route, alors il vaut quand même mieux opter pour des roues de 20 pouces. Donc il faut vraiment le noter. Mais encore une fois, ici aussi, dans les dynamiques latérales, gauche et droite, la voiture reste vraiment parfaitement droite en permanence. C'est ce qui est génial. Par exemple, quand je l'oblige à faire des slaloms ici, eh bien, on dirait vraiment une voiture beaucoup plus petite. C'est plutôt sympa. Le Sport 8 ici, au fait, me maintient bien fermement au niveau du haut du corps. C'est confortable, surtout en conduite dynamique. Et puis le reste du siège est aussi assez confortable. Encore, au niveau des ischions, c'est plus confortable avec le siège confort. Alors oui, je suis un peu indécis avec ces sièges, mais je pense vraiment que je finirai probablement par opter pour un siège confort, je crois. Et là, tu peux aussi serrer un peu plus les appuis latéraux. C'est également possible. Oui, surtout quand on est ici avec ces vagues sur la route. Habituellement, la plupart des autres véhicules tangueraient beaucoup, mais celui-ci n'en fait rien. Et c'est vraiment étonnant. Tellement de plaisir. Waouh! Il y a tellement d'eau sur la route aujourd'hui. C'est si rare ici, dans la région de Malaga, qui est généralement très sèche en Espagne, mais c'est vraiment tellement amusant de conduire cette année. Et n'oubliez pas, vous avez ici une très grande batterie dans ce véhicule, ce qui signifie forcément un poids bien plus élevé. Mais encore une fois, c'est impressionnant, même si c'est si lourd, c'est tellement agréable de conduire, aussi bien en termes d'agilité. C'est précisément ce qui fait la différence de cette voiture, cette expérience de conduite si particulière, comparée à celle des nouveaux concurrents chinois, qui pourtant offrent une belle qualité d'assemblage intérieur et beaucoup de fonctionnalités de série. Mettent vraiment la pression sur le marché et vendent leurs véhicules à des prix très attractifs. Mais la conduite, en tout cas si ça vous intéresse, c'est un domaine où il y a encore une sacrée différence, surtout face au BMW iX3. Le truc, c'est que ça n'intéresse pas tout le monde. Et quand on est, peut-être comme chez vous, coincé dans les embouteillages, sans conduire vite ni dynamique, et qu'on se dit « ouais, je m'en fiche ». Mais pour tous ceux qui tiennent encore à la conduite, ou qui craignent peut-être qu'un véhicule électrique se conduise moins bien qu'un véhicule à moteur thermique, je peux dire que celui-ci, en réalité, se conduit encore mieux. C'est clairement l'un des meilleurs véhicules électriques, voire l'un des meilleurs SUV en termes de conduite. Et ce n'est vraiment pas donné à tout le monde d'atteindre ce niveau. Et un autre test d'efficacité, on a roulé uniquement sur autoroute à 100 km/h, soit 60 miles par heure, ou à 120, environ 70 miles par heure. On est resté strictement sur l'autoroute et on a aussi fait ça, vous savez, comme une compensation de la topographie, aller-retour. Ça réussissait à maintenir une bonne moyenne. Ensuite, on a marqué ici, de nouveau sous la pluie, parfois très forte, les roues doivent bien accrocher pour avancer. Et ces roues étaient aussi en 21 pouces, toujours la même taille, mais pas les roues aérodynamiques. Ici, entre 20 et 21 km par heure sur 1 km, donc environ 3 miles par km par heure, ce qui donnerait une autonomie ferroviaire de 520 km, soit environ 320 miles dans ces cas-là.
Les prix s'annoncent très intéressants. On devrait avoir une version d'entrée de gamme avec batterie plus petite et propulsion arrière disponible à partir d'environ 60 000 euros. Pour l'instant, la grande batterie, probablement la plus intéressante en termes d'autonomie et tout, démarrera aux alentours de 70 000 euros. Et là encore, c'est un excellent rapport prix-taille de batterie. Et je dois réfléchir à tout ce qui est déjà inclus de série dans ce véhicule, en fait. C'est donc plutôt pas mal. Et puis, en y ajoutant quelques équipements supplémentaires, vous pouvez vous offrir un iX3 bien équipé pour environ 80 000 euros. Et c'est finalement presque équivalent au prix d'un X3 hybride rechargeable haut de gamme. Et dans certaines configs, c'est même moins cher. Mais avec le X3 hybride, sièges ventilés et suspension adaptative sont déjà dispo, par exemple. Alors oui, il faut bien vérifier l'équipement. Mais le message principal, c'est que ce n'est pas plus cher. Dans certains cas, peut-être même un petit avantage, et puis dans beaucoup de pays, des avantages fiscaux aussi. Vous pouvez aussi le rendre un peu plus cher, peut-être 87 ou quelque chose comme ça. Et puis les voitures, telles qu'elles sont ici, sont très bien équipées toutes les deux. Elles ont presque le même prix, les deux à 85 000 euros. Donc oui, je pense qu'encore une fois, on est toujours dans un segment premium. Pas du tout une voiture bon marché, c'est une BMW après tout. Mais vu ce qu'on reçoit, je trouve que le prix est vraiment bien. Et jusqu'ici, est-ce que ça marche? Oui. Dès les premières commandes, BMW a déjà enregistré un nombre supérieur aux prévisions qu'elle avait elle-même établies initialement. Donc, jusqu'ici, la stratégie est effectivement la bonne et bien sûr, nous vous tiendrons au courant. Quelle revue super intéressante et quel parcours passionnant pour vous aujourd'hui. Je pense que, vu de l'extérieur, cela fonctionne très bien personnellement. Je pourrais vivre sans ces lignes blanches ici. C'est peut-être ma seule critique de design. Je trouve que le nouveau double rein avant rétro a fière allure. Je pense que c'est encore plus réussi dans la version non pro pour éviter qu'il ne soit assombri exactement à cet endroit. L'intérieur est vraiment très bien réussi, avec un espace suffisant et une qualité perçue élevée. Ils ont corrigé les erreurs récentes de la X3 thermique. La X3 Essence est une très bonne voiture, mais présente quelques défauts de finition intérieure. Ils ont donc corrigé cela ici, avec des sièges extrêmement confortables, un modèle, voire un chef de file du secteur, aussi en qualité de matériaux sans origine animale, où ils ont convaincu les voix critiques. Essayez tout simplement. Ils vous convaincront vraiment par la qualité de ces matériaux sans origine animale. Ils sont vraiment excellents. Les deux types de sièges, classiques ainsi que le modèle M Sport, sont vraiment très bons. Faire beaucoup de surprises. Quels sont les avantages et les inconvénients? Ce qui est vraiment unique, c'est la suspension. Jamais nous n'avons conduit une suspension de base aussi bonne. Elle est à la fois confortable et sportive. Et c'est incroyable de voir comment ils parviennent à maintenir la voiture bien en équilibre, sans suspension adaptative sophistiquée. C'est l'une des choses les plus cruciales, à tel point que parfois j'ai du mal à y croire. Rouler sur une vague et d'un coup, la voiture se redresse comme par magie. C'était vraiment stupéfiant ce qu'ils ont réussi ici avec ces cales hydrauliques et aussi grâce à l'expérience des ingénieurs spécialistes de la suspension. Les systèmes d'assistance, ainsi que leur intégration dans le véhicule et leur fonctionnement extrêmement fluide, sont vraiment remarquables. Le stationnement automatisé et le pilote autoroutier jusqu'à 130 km/h, main libre, tout en restant responsable en permanence. Mais tellement fluide. Et vous savez, je me contente de changer de fil en regardant dans le rétroviseur, de freiner, d'accélérer, etc. Tout est tellement fluide, on peut vraiment faire confiance au système et on ne ressent aucune nausée à cause du système, etc. C'est vraiment la mise en œuvre la plus fluide de système d'assistance que j'ai jamais vue, en fait. On peut clairement affirmer que l'Allemagne, avec son industrie automobile et BMW, reprend la tête dans de nombreux domaines. Indéniablement l'un des meilleurs véhicules électriques du marché sans aucune contestation. Dans quel domaine aurais-je espéré une amélioration encore plus nette, un vrai supplément? L'autonomie, donc la consommation. Oui, il a pas mal plu ici aujourd'hui, mais j'ai aussi fait quelques tests sur l'autoroute où la chaussée était un peu plus sèche et il n'y avait pas vraiment de différence pour ainsi dire. Donc la consommation sur l'autoroute reste tout à fait correcte pour la plupart des usages. Et c'est toujours un SUV, vous savez. Donc pour un SUV, le résultat reste globalement bon, mais j'aurais espéré qu'il soit encore plus efficace. Et vous pouvez donc compter sur une autonomie sur autoroute d'un peu plus de 500 km, soit 300 miles. Il y aura peu de SUV sur ce segment capable de surpasser celui-ci. Mais j'espérais quand même que ce modèle marque une autre percée.
Mais en ce qui concerne l'efficacité, ce n'est pas vraiment la percée que j'espérais, loin de là. Mais globalement, comme je l'ai dit, clairement un des meilleurs choix en SUV électrique ou en SUV tout court. Actuellement sur le marché, très excitant de bientôt conduire le Mercedes GLC EQ. On l'a déjà examiné en conditions statiques et naturellement, plusieurs autres véhicules électriques méritent aussi d'être pris en considération.